Au nord de la Namibie, en Afrique, dans une région que l'on appelle le Kaokoland, se trouve un peuple d'éleveurs semi-nomades qui fascine tous ceux qui les rencontrent, les Himba. Alors vous avez certainement déjà vu des photos ou des documentaires sur ces femmes au corps rouge, couverts d'ocre et de bijoux. On se souvient notamment de Rencontres en terre inconnue avec Muriel Robin ou encore Ushuaïa. Solène Bardet, vous êtes géographe, ethnologue, et depuis une trentaine d'années, vous partagez la vie des Himba, vous les faites connaître et vous défendez leur cause, face notamment à un projet de construction de barrages qui risque d'engloutir une partie de leur territoire. Mais les Himba ne sont pas seulement pour vous un sujet d'étude, ils sont votre famille. Vous avez en effet été adopté à l'âge de 18 ans par une famille et par un clan Himba. Alors pour commencer, je vais vous demander de faire un peu ce que vous faites à plusieurs reprises dans le magnifique récit graphique Rouge Himba que vous avez publié avec Simon Hureau. Vous transformez en professeur et nous expliquer où précisément vivent les Himba. Alors la Namibie, c'est un pays qui est grand comme à peu près 1,5 fois la France et qui se situe en Afrique australe entre l'Afrique du Sud et l'Angola, avec le Botswana à l'est et l'océan Atlantique à l'ouest. Et alors le Kaokoland, où vivent les Himba, où est-ce qu'ils se trouvent ? Le Kaokoland, c'est une région qui est à peu près grande comme la Suisse, semi-désertique, qui est tout au nord-ouest du pays, à la frontière angolaise. Et c'est là que vivent les Himba. Alors, comment se fait-il que la jeune Solène Bardet, à peine âgée de 18 ans en 1993, s'est retrouvée chez les Himba ? Alors, en fait, depuis toute petite, moi j'avais un rêve qui était de partir loin, seule. Ce rêve s'est construit au début, la première fois qu'on m'a emmenée au cinéma, j'avais 5 ans. Et on m'a emmené voir Le Livre de la Jungle, le dessin animé de Walt Disney. Mais qui se passe en Inde. Je sais, ça se passe en Inde. Et voilà. Pas en Afrique. Mais quand j'ai vu ce film, et je me souviens surtout de la séquence où Mowgli chante sur le ventre de Balou, il en faut peu pour être heureux. Et je me suis dit, ah voilà, c'est ça que je veux faire de ma vie, moi. Et vivre dans la nature, simplement. Voilà, au milieu des gens, des animaux, de la nature. Ces relations faciles, ce qu'on trouve dans Mowgli, je l'ai compris après, c'est Mowgli part facilement. Il n'y a pas de notion d'attachement qui l'emprisonne. Quand il a envie de partir, il part. Quand il a envie d'aller ailleurs, ça se fait. Voilà. C'est aussi cette espèce de liberté, de mouvement. Et puis, il est jamais tout seul, il est toujours entouré. Cette famille qu'il a trouvée, cette communauté. Alors ça, c'est le rêve de la petite fille de 5 ans. Après, j'ai grandi. Ben oui. Et j'ai grandi au milieu de beaucoup de livres, et tous ces livres, en fait, m'ont réorienté sur l'Afrique. Alors, il y a eu Laurence d'Arabie, Karen Blixen, Isabelle Eberhardt, les grands explorateurs, Burton, Speke. J'ai eu quand même quelques difficultés, c'est-à-dire qu'à l'époque, donc quand je suis adolescente, on est entre 88, 90, il y avait quand même très peu de modèles féminins à l'époque. Et ceux que j'ai trouvés, Karen Blixen, Isabelle Eberhardt, c'était quand même pas évident de s'identifier avec eux. Et puis dramatique, oui, pour la plupart. Oui. Voilà, puis pas toujours simple. Pas simple, ouais. Mais bon, le mot Afrique est devenu un petit peu comme un mot magique qui n'avait rien à voir avec l'Afrique de la réalité. Et à 18 ans, j'ai trouvé, il y avait un billet d'avion pas cher en promo, Luxembourg-Johannesburg, valable 1 an, comme ça se faisait à l'époque. Et donc, j'ai atterri à Johannesburg. Alors, Johannesburg, c'est l'Afrique du Sud, c'est pas la Namibie. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé en Namibie ? Alors, je me souviens très bien que quand je suis sortie de l'avion, j'étais totalement inconsciente à l'époque. Je n'avais aucune idée de ce qu'était la carte de l'Afrique contemporaine. Vous aviez votre petit sac sur le dos, vous étiez toute seule, un gros sac. J'avais un très gros sac sur le dos, beaucoup trop lourd. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait quand on sort d'un avion ? On prend un bus, j'imagine. Donc j'ai pris un bus, le premier bus. Je me suis retrouvée à Soweto. J'ai rencontré une vieille femme qui m'a invitée dans sa petite case en tôle.
C'était peu de temps après les émeutes de Soweto, donc c'était encore assez dangereux. J'avais pas le droit de sortir, c'était trop dangereux. Je me suis retrouvée avec une dizaine d'enfants à regarder la télé et à pas avoir le droit de sortir. Bon, je me suis dit non, c'est pas ça que je suis venue chercher. Et ensuite, c'est de rencontres en bus, en stop, que je me suis retrouvée en Namibie. Et là, un jour, j'ai pris un café avec 2 hommes qui revenaient du Kaokoland, qui m'ont montré des photos. Et notamment, il y avait une photo d'une femme Imba qui souriait. Et j'ai eu l'impression qu'elle me souriait à moi. Et je me suis dit, ah ben tiens, c'est là que j'ai envie d'aller. C'est la première fois que vous voyiez ces femmes rouges couvertes d'ocre dont nous allons parler dans un moment. Vous aviez jamais entendu parler des Imba avant? Non, j'en avais déjà vu en photo, j'en avais déjà entendu parler. Mais c'était quelque chose c'était pas encore présent, en fait. Moi, j'ai un rapport très immédiat à la réalité. Tant que j'y suis pas confrontée, ça n'existe pas vraiment. Et donc, vous êtes parti en stop. Alors, je crois qu'il faut qu'on fasse un petit peu d'histoire. Parce que, pour comprendre, vous arrivez en 1993 dans cette région perdue, on peut le dire, hein. La Namibie venait d'obtenir son indépendance en 90. Vous êtes arrivé vraiment au tout début de l'indépendance de la Namibie. C'est ça. Et en plus, comme les choses se font parfois avec un petit décalage, en fait, dans la région des Imba, jusqu'en 92, il fallait un permis spécial pour y aller. Donc, je suis arrivée juste au moment où la région s'ouvrait. Et je l'ai appris bien plus tard, mais j'étais la première blanche à vivre avec eux depuis les années 20. Donc depuis les années 20, alors là, ce que je disais, on va faire un tout petit peu d'histoire, c'était un protectorat allemand. Et je crois que c'est très important d'en parler de cette dimension-là, parce qu'on la connaît pas en France, cette histoire, et cette histoire terrible dont vous parlez beaucoup dans votre livre Les Veilleuses. Ce protectorat allemand, dans cette région-là, a été terrible. Alors les Allemands sont arrivés autour de 1880. En effet, entre 1904 et 1907, ils ont exterminé à peu près 80% du peuple Herero et 50% de la population Nama, qui est une autre ethnie de Namibie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Imba sont un sous-groupe des Herero. Donc, dans leur histoire, dans ce qui est arrivé à leurs aïeux, ils ont aussi été concernés par ce génocide, même si au moment du génocide, la plupart des Imba étaient réfugiés en Angola. Donc on parle du premier génocide du XXe siècle. Tout à fait. Tout à fait. Ça a été terrible, y compris dans des camps de concentration. C'est ce que j'ai découvert en vous lisant. Moi aussi, j'ai découvert ça en écrivant ce livre et en faisant des recherches. C'est en Namibie qu'ont été instaurés les premiers camps d'extermination par le travail et les premiers camps de la mort. Voilà. Il y avait déjà eu des camps de concentration avant ce qui s'est passé en Namibie, en Afrique du Sud notamment, mais pas aussi violent et pas avec l'objectif clair d'extermination. On peut développer, parce qu'il y a plein d'autres liens à faire en fait entre ce qui s'est passé dans ce qui s'appelait alors le Sud-Ouest africain, allemand, ce qu'on appelle aujourd'hui la Namibie, et ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais les historiens font ce lien de manière assez récente, depuis une quinzaine d'années seulement. À Nuremberg, en fait, on n'en a pas parlé du tout. En fait, les premiers camps de concentration ont été mis en place là, en Namibie, et ont servi ensuite de modèle d'extermination. Voilà, en fait, Eugen Fischer, par exemple, qui était un scientifique allemand, qui a fait une étude sur les crânes des Herero. C'est à partir de cette étude que les théories raciales allemandes se sont développées. C'est cette étude qui aurait inspiré Hitler pour écrire Mein Kampf. Cet Eugen Fischer est celui qui a formé Mengele, le terrible docteur des camps de concentration allemands de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Les chemises brunes, par exemple, qui ont préfiguré les SS, on les a appelées chemises brunes parce que ils ont été habillés avec les restes des uniformes de l'armée allemande en Namibie. Göring, par exemple, son père a été le premier gouverneur du Sud-Africain allemand. Il a grandi bercé par les histoires de son papa, de ce qui se passait et de ces massacres. Voilà, tout à fait. Visage RCF. Solène Bardéon, on va revenir sur votre arrivée
en Namibie et justement chez les Himba, 1993, vous avez 18 ans. Vous dites « J'ai alors vécu dans une inconscience et une confiance folle ». Alors j'aimerais qu'on essaye d'imaginer ce qu'a été l'arrivée de la jeune Française que vous êtes dans ces communautés Himba, où vous avez passé pendant 4 ans, 6 mois par an. Vous arrivez là. Comment est-ce que vous êtes accueilli? Comment est-ce qu'il vous voit, vous, la première Française qui débarquait depuis 1920? Alors d'abord, j'arrive dans une petite ville qui s'appelle Opuo. Opuo, ça veut dire il y a plus, c'est fini. Et à l'époque, c'est vraiment un trou. Il y a un téléphone, une petite épicerie avec quelques boîtes de conserve. Et là, je rencontre quelques rangers, c'est-à-dire des fonctionnaires qui passent leur temps dans leur 4x4 à sillonner la région et qui me conseillent en fait sur l'endroit où aller. Bon, pour eux, j'étais totalement folle, mais j'étais d'une naïveté et d'une inconscience, dans un certain sens. Mais en même temps, il m'est rien arrivé. Et j'avais cette force-là, je crois, de toujours suivre mon instinct. Et ce qui était assez magique, c'est qu'en fait, j'étais tellement libre, étant toute seule, qu'il n'y avait rien qui m'empêchait de suivre mon instinct. Si à un moment, je me sentais pas d'aller là, j'y allais pas. Si à un moment, je me sentais de partir, je partais. Et ça, c'était inné en vous? À l'époque, ça l'était. Ça n'a pas toujours été facile de le suivre autant à toutes les périodes de ma vie. Mais là, parce que j'étais seule, et je crois que c'est pour ça que je voulais partir seule. Mais comment ont réagi les Himba quand ils vous ont vu arriver chez eux? Parce que il faut voir les campements Himba. Allez-y, décrivez-nous un campement Himba pour qu'on puisse imaginer la jeune fille que vous étiez qui arrivait chez eux, ces éleveurs nomades. Alors d'abord, j'ai attendu plusieurs semaines une voiture qui allait me déposer au centre de la région, qui m'a déposée. J'avais prévu sur les conseils des rangers une caisse de nourriture que j'ai oubliée dans la voiture. Et ma première nuit, donc j'ai planté ma tente dans un lit de rivière. J'avais oublié l'hiver austral, c'est-à-dire que on était fin juin, il peut faire 0 degré. J'ai découvert que je savais pas faire un feu et j'ai passé la première nuit à courir autour de ma tente pour essayer de me réchauffer. Le lendemain matin, j'avais un lumbago, j'étais coincée et en fait c'est par les gamins que ça s'est fait au début. C'est-à-dire que dans ce lit de rivière, c'est évidemment un endroit de passage. Les Himba qui sont semi-nomades, ils circulent tout seuls à 2 ou 3 avec leur bétail. Et des enfants sont arrivés, ont commencé à s'interroger, à m'étudier. Mais qu'est-ce qu'elle fait là toute seule? C'est pas normal. Ils sont allés en parler à leurs parents. Ils m'ont amené peu à peu chez leurs parents. Et pour les Himba, c'était très étonnant. C'est-à-dire que j'étais une gamine, j'avais encore mes gros joues de gamine. J'avais pas de parents, j'avais pas de bétail. J'avais pas de petite amie, j'avais rien. J'avais pas de nourriture d'ailleurs non plus. Mais en même temps, c'était aussi très rassurant. Pourquoi se méfier d'une gamine en fait, de 18 ans C'est pour ça qu'ils vous ont adopté. Tout à fait. C'est ça, parce que vous avez été adopté par eux. Les 2 premières semaines ont pas été évidentes. S'il y avait une voiture qui était repassée dans l'autre sens les 15 premiers jours, j'aurais prise, pour être franche. Mais au bout d'un mois, j'ai été adoptée, ce qui a quand même été très très rapide. Donc adopté vraiment au sens concret du terme, vous avez été adopté par une famille Himba. Alors on va parler de ces Himba, parce que là on a parlé de vous, mais j'aimerais qu'on parle d'eux. Moi j'ai adoré votre livre bande dessinée Rouge Himba, où vous nous aidez à connaître, à comprendre ce peuple par des dessins réalisés par Simon Hureau. C'est vraiment un travail, c'est plus qu'une bande dessinée, c'est un livre ethnographique en bande dessinée, c'est un petit bijou, et vous nous aidez à les comprendre. Alors, aidez-nous à essayer de visualiser d'abord un campement, parce que ils sont semi-nomades, donc ils se déplacent avec leur bétail, mais ils ont quand même des campements. Mais c'est rudimentaire, et c'est là où vous avez vécu avec eux. Oui, les Himba sont vraiment des maîtres dans l'art de vivre avec rien. Toutes leurs possessions sont sur eux, leurs bijoux, leurs petites peaux de bêtes qui les habillent. Les femmes sont enduites d'ocre et de graisse. C'est pour ça qu'on les connaît. En fait, souvent les gens ne connaissent pas le nom Himba, mais aujourd'hui,
quasiment tout le monde a vu des photos de Himba sur des cartes postales, dans des documentaires. Le fameux documentaire Rencontre en terre inconnue avec Muriel Robin, c'est là où beaucoup de gens ont découvert les Himba, le peuple rouge comme on dit. Parce que ce sont les femmes qui sont enduites d'ocre. Alors dans les temps anciens, les hommes aussi. Mais pour des soucis d'économie, parce que l'ocre est quand même rare et cher, les hommes n'en mettent plus. Pour une femme, c'est quand même, ça coûte un peu plus d'une chèvre par mois. Chèvre qu'on échange en échange de cet ocre que l'on trouve que dans 3 mines de la région. C'est ça. Donc, à l'époque où il n'y avait pas encore autant de troc, elle mettait plusieurs semaines pour y aller, pour revenir. C'est un vrai budget, c'est du temps. Alors, on reparlera de ces femmes avec lesquelles vous avez vécu une partie de votre vie depuis 30 ans. Mais parlez-nous du campement d'abord. Vous dites ils vivent avec presque rien. C'est vrai que leurs huttes sont des plus simples et des plus écologiques. Oui, les huttes sont faites d'un mélange de terre et bouse séchée, quelques morceaux de bois qui font tenir la structure et ça se construit en 24 heures. Voilà, avec l'aide de 3 femmes. Et à l'intérieur d'un campement, alors au centre, il y a un petit enclos pour le bétail. Ensuite, il y a les 5-6 huttes. Autour, il va y avoir une petite enceinte en bois, en fait, qui va protéger des bêtes sauvages, qui isole un petit peu le village. Et entre la case du chef et l'enclos à bétail, il y a ce qu'on appelle le feu sacré. Et c'est par l'intermédiaire du feu sacré que les Himba vont pouvoir communiquer avec leurs ancêtres. Parce qu'il y a quelque chose de très important chez les Himba. Ils considèrent qu'il y a un être suprême, créateur de tout, qu'ils appellent Djambé Mukulu. Mais ils n'ont pas le droit d'avoir de contact direct avec ce créateur. Ils n'ont pas le droit ou ils ne peuvent pas être en relation directe avec lui? Ça serait sacrilège de le faire. Et ils considèrent que la lumière de Djambé Mukulu est trop forte pour de simples humains, donc ils ont besoin d'un intermédiaire. Et cet intermédiaire, ce sont les ancêtres. Tout à fait. Qui sont décédés, qui sont dans l'au-delà. Voilà. Et donc c'est avec eux qu'on communique. C'est ça, c'est-à-dire que... D'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est aussi ça qui explique pourquoi les Himba sont restés si traditionnels. Un Himba qui coupe le lien avec ses ancêtres, il coupe aussi le lien qu'il peut y avoir avec le Créateur et donc avec l'ensemble du cosmos. Donc il a plus de place sur Terre. C'est quelque chose de très grave. Nous, dans notre société, on dit merde à nos parents, ça nous empêche pas éventuellement de trouver notre place ailleurs. Chez les Himba, c'est pas possible. Voilà. Et pour les ancêtres décédés aussi, ils ont besoin de l'énergie des vivants, d'être honorés, qu'on pense à eux, qu'on fasse des rituels pour que ça leur donne l'énergie de pouvoir rejoindre ce grand tout, ce Djambé Mukulu. Donc il y a une double relation comme ça qui s'instaure et qui leur donne en fait une grande verticalité. C'est intéressant, Solène Bardet. On parle de la structure du village et tout de suite on en arrive à la spiritualité. Cette spiritualité, elle est très présente dans la vie des Himba. Ah oui. Autour le feu sacré, toute conversation importante se passe autour du feu sacré. Ça ne peut pas être autrement. Donc c'est au minimum 2 fois par jour, parfois plus. Et qui s'occupe de ce feu sacré? Alors, on a souvent tendance à parler du chef de village, mais en fait, dans la langue Himba, il n'y a pas de chef. Le responsable du village est, si on traduit mot à mot, c'est le gardien du feu sacré. Voilà. Et du coup, il va aussi être le gardien de l'endroit. Et de la cohésion du groupe, alors. Tout à fait. Tout à fait. C'est lui qui va décider aussi de quand tel troupeau doit partir ailleurs pour protéger les pâturages, de quand il faut bouger, qui va aussi essayer de régler les problèmes des humains quand il y en a. Mais sa légitimité, en fait, elle vient du spirituel. Elle vient du lien avec les ancêtres. Il est là pour maintenir ce lien avec la lignée. Yoia, yoi, itupoa, itupolenga, homba, itunataba, goyetu na mwendi, kangurungu.
Alors Solène Bardet, tout à l'heure je vous ai demandé de faire la professeure de géographie, maintenant je vais vous demander de faire l'ethnologue que vous êtes aussi, vous êtes une spécialiste des Himba. Alors ça va être peut-être un peu compliqué mais c'est très important, c'est le système patriclan, matriclan des Himba. J'aimerais bien que vous nous expliquiez cela simplement, mais comment cette société fonctionne avec ce double système patriclan, matriclan. Alors, pour moi, c'est assez simple, mais vous allez me dire. Chaque Himba a un patriclan, donc un clan qui tient de son père, et un matriclan, un clan qui tient de sa mère. Le patriclan décide de tout ce qui est de l'ordre spirituel et politique. Donc, c'est par le patriclan que vont se transmettre, par exemple, un gardien de feu sacré. Si tout se passe bien, s'il est validé par la communauté, parce que la société Himba est quand même une société très démocratique et tout doit être validé par la communauté. Hommes et femmes. Tout à fait. Eh bien, ça sera le fils de l'ancien gardien du feu sacré qui héritera de cette charge. S'il est respecté et s'il est validé par la communauté. Sinon, ça peut être quelqu'un d'autre. Voilà. De même pour le pouvoir politique, puisque par grande région du Kaokoland, il y a un responsable politique qui va représenter les Himba devant le gouvernement. Si tout se passe bien, ça va être le fils aîné, mais c'est pas obligatoire parce que si le fils aîné est idiot, je sais pas, ou ça sera quelqu'un d'autre. Voilà. Mais toujours un homme. Toujours un homme. Voilà. Le matriclan, lui, décide de tout ce qui est économique, c'est-à-dire la transmission du troupeau, principalement. Alors, donc le troupeau appartient aux femmes. Non, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que la transmission se fait par les liens utérins. C'est-à-dire que, je vais vous prendre comme exemple, vous avez un grand troupeau, mais ce n'est pas votre fils qui va hériter, ça va être le fils de votre sœur. D'accord, votre neveu. Voilà. Votre neveu par votre sœur. Voilà. Et ce qui a comme intérêt que du coup, la richesse à hériter ne va pas entacher votre relation à votre fils. Ce que vous allez transmettre à vos fils est de l'ordre du spirituel. Et tout ce qui est d'ordre économique et la richesse matérielle se fait ailleurs. Et alors parlez-nous de la place des femmes, parce que j'ai été très impressionné en regardant bien sûr ce livre, en lisant Les Veilleuses, mais aussi en regardant le film que vous avez fait avec les Himba. Les Himba font leur cinéma, le titre c'est Les Himba font leur cinéma, c'est eux qui ont eu envie de montrer leur culture. Ils ont dit, on en a assez que les gens viennent nous filmer, Solène, aide-nous à faire notre film. Et c'est nous qui allons dire aux autres qui nous sommes. Et là, on voit que les femmes, elles ont une sacrée personnalité, notamment vos deux amies, sœurs, incroyables dans ce film. Alors, parlez-nous de la place des femmes. Elles sont quoi? Elles sont soumises au mari, elles sont le pilier central de la tente, comme on dit chez les Berbères, elles ont un rôle vraiment important. Alors, chez les Himba, il y a souvent quand même une distance entre la théorie et la réalité. En théorie, le pouvoir est aux hommes et les femmes n'ont pas grand-chose à dire. Mais dans la pratique, les femmes sont quand même des grandes gueules et cette place, elles la prennent. Voilà. Et les hommes ont très bien compris, de toute manière, que s'ils n'écoutent pas les femmes, ça va mal se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a, de toute manière, il n'y a pas d'interdit. Quand il y a une réunion, les hommes sont là, les femmes sont là. Alors, chacun d'un côté, ils ne se mélangent pas. Mais les femmes prennent la parole, évidemment. D'ailleurs, il y a une des régions, la région d'Etanga, où il se trouve que c'est ma mère adoptive qui est devenue la grande chef de cette région. Et elle l'est actuellement encore. Elle l'est encore actuellement. Kajambia, votre mère adoptive. Et donc une femme peut être chef de région. Alors ça a posé des problèmes pour certains, parce qu'il y a des Himba un peu plus conservateurs, d'autres un peu plus ouverts. Il y en a pour lesquels ça a été difficile, mais n'empêche que ça a été possible. Ce qui est aussi intéressant dans le système des Himba, alors je ne sais pas si c'est toujours la réalité aujourd'hui, mais c'est la polygamie. Un homme peut avoir combien de femmes? 2, 3? En théorie, il peut en avoir autant qu'il le souhaite et surtout dont il peut s'en occuper, parce qu'après c'est une question de richesse. Donc il y a certains grands chefs qui ont eu 16, 20 femmes, c'est arrivé. En général, un jeune homme va prendre une première femme autour de 20 ans, s'il est assez riche, une deuxième autour de 40 ans, et puis dans son troisième âge, une troisième peut-être. C'est en général comme ça que ça se passe.
Mais c'est pas parce qu'il prend une épouse, enfin ça se passe pas comme nous, par exemple. Prenons l'exemple d'un vieil homme de 80 ans. Il sent qu'il commence à être un peu vieux, qu'il n'arrive plus à s'occuper trop de son bétail, sa première épouse est âgée aussi. Donc là, il va prendre une 3e ou 4e épouse jeune pour lui donner un héritier qui pourra s'occuper du bétail quand il sera vraiment plus capable de le faire. Mais il est fort probable qu'il n'aura jamais de relation sexuelle avec cette jeune fille. Et cette jeune fille va avoir des amants, elle va tomber enceinte. Ce qui importe, c'est que, puisqu'ils sont mariés, l'enfant appartiendra au patriclan de l'homme, et ça, du mari. Accepté par les autres femmes. Elle voit les autres femmes arriver dans la famille, on va dire, comme des aides, finalement. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de jalousie de temps en temps. Ça se passe pas toujours idéalement. Non, comme partout, hein, il y a des tensions, il y a des problèmes. C'est des toutes petites communautés, puisque à l'intérieur d'un campement, ils sont entre 10 et 20, parfois même moins. Mais globalement, ça se passe quand même pas trop mal. Voilà. La grande différence sur ces questions-là, c'est que chez les Himba, la jalousie est vraiment considérée comme un grave défaut. Et un bon mari, tout comme une bonne épouse, va favoriser les relations extra-conjugales de son conjoint. Il va même s'en enorgueillir, il va en être fier, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est apprécié. Alors que nous, dans notre culture judéo-chrétienne, c'est plutôt l'inverse. Bien sûr. Et parfois, moi, j'observe même que la jalousie est presque validée, parfois par la société. C'est normal qu'un mari considère que sa femme soit fidèle et ne soit que pour lui. Ouais. Voilà. Chez les Himba, c'est totalement l'inverse. Est-ce que c'est vrai que un Himba pouvait offrir son épouse à un visiteur de passage? Ça se perd maintenant. Mais c'était la tradition. Mais c'est vrai, c'est la tradition. Alors, je me suis dit, et comment vous, Solène Bardet, la petite Française qui débarque là-bas, a pu rentrer dans ce mode de vie en société très libre par rapport à la sexualité? Comment vous avez vécu ça? Alors, moi, j'ai eu la chance d'arriver là-bas, j'étais encore une enfant. La première année, j'étais considérée comme une enfant, pas comme une femme. J'avais un statut très particulier parce que j'avais le droit d'assister à tout ce que faisaient les hommes et à tout ce que faisaient les femmes. Et du coup, c'était très, très confortable. Pas parce que vous étiez blanche, mais parce que vous étiez considérée comme une enfant? Alors, non, parce que comme j'ai été très rapidement adoptée par les Himba, pour eux, j'étais Himba. Donc ça, c'était fait. J'avais plus ce statut de blanche. Mais si j'avais vraiment été une jeune femme Himba, j'aurais pas pu trouver ma place parmi les hommes. Donc j'étais une Himba, mais avec un statut quand même particulier. Mais qui s'est perdu au bout de 2-3 ans. Là, j'ai commencé à être considérée comme une femme et je n'ai plus le droit de me joindre au rituel réservé aux hommes. Alors vous avez eu combien de demandes en mariage, Solène Bardet? Les premières années, c'était devenu comme un jeu, c'est-à-dire, moi, c'est la première phrase que j'ai apprise en Himba. Je veux me marier avec toi. Et les premiers mots que j'ai appris, ça a été de comment dire non et comment argumenter en essayant de pas trop blesser. Voilà. Donc la première année, c'était, je vais dire, tous les jours, parce que en fait, ils essayent et puis ils jouent, puis on parle beaucoup de tout ça et je pense que très souvent, c'était pas sérieux. Voilà, c'était une sorte de jeu. Mais au bout d'un moment, puisque vous y avez quand même passé 6 mois par an pendant 4 ans, ils ont dû souhaiter vraiment sérieusement se marier avec vous. Puis vous êtes peut-être posé la question, puisque vous vouliez vivre avec les Himba. Vous étiez devenu quelque part Himba. Alors moi, maintenant, ça fait 28 ans que je fréquente les Himba. Donc il y a eu, sur ces 28 années, beaucoup de périodes différentes, en effet. La première demande en mariage très très sérieuse que j'ai eue, c'était la première année au tout début. Et il s'appelle Omuniengue, il est mort depuis. Il avait déjà 2 femmes. Voilà, c'était un village, un campement dans lequel je me sentais très très bien, on s'entendait très bien. J'arrivais pas à partir. Et puis il m'a fait une demande très sérieuse devant le feu sacré cette fois-ci. Donc c'était pas de la rigolade. Moi j'ai passé la soirée avec l'aide de 2 jeunes qui baragouinaient quelques mots d'anglais
à essayer de le refuser sans le blesser, mais ça a été un moment quand même un peu compliqué, un peu tendu, pour son orgueil notamment. Et il a eu l'intelligence le lendemain matin de revenir me voir en disant mais en fait t'as raison, tu serais pas une bonne épouse, tu n'es qu'une enfant, donc on oublie la demande en mariage, mais je vais t'adopter. Et c'était beaucoup mieux pour tout le monde. Et moi j'y trouvais mon compte du coup. Lui aussi il retrouvait aussi sa fierté, je dirais. Voilà, et moi, ça m'a vraiment ouvert une place dans la société Himba. Donc celui qui aurait pu être votre mari est devenu votre père adoptif. Non, il n'aurait pas pu, puisque pour moi, ça n'avait pas de sens. Voilà. Et à 18 ans, j'étais pas là pour ça. Mais est-ce que quand même, puisque vous y êtes retourné, vous avez appris la langue, vous avez partagé leur vie, est-ce qu'à un moment, vous vous êtes posé la question, à vous-même, de dire, mais oui, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je me suis posé la question à certains moments, mais il y a deux choses qui m'ont arrêtée. D'abord que j'ai toujours voulu garder ma liberté, et notamment celle de pouvoir aller et venir, et que si je restais vivre chez les Himba comme les Himba, comment je gagnais ma vie, et du coup comment je conservais la possibilité de faire des allers-retours. Et je me suis souvent battue avec les Himba pour leur faire comprendre que, ok, pour eux j'étais peut-être Himba, mais j'étais aussi blanche. J'avais aussi une autre partie de moi-même qui appartenait à ailleurs, et que donc non, j'étais pas comme eux. Et puis la deuxième chose, c'est que en effet, je me suis vraiment mêlée à eux sur la plupart des côtés de leur culture. Je suis vraiment entrée dedans, sauf sur cette question de la sexualité où moi j'ai eu du mal. Où là ça ne collait pas avec ce que moi je suis au fond de moi-même et où j'ai pas réussi à faire ce pas-là. Osare na ngwa dungire ngomgana ajo haro jo moyo boya jo mengana ngungwa dia go thorani sangui kokure kompanda ngungwa anda mwingi wanya moro purano watopu kamo karo mwide uchikukundo yiranda Solène Bardet, parlez-nous de ces femmes Himba, parce que c'est vrai que ce sont les plus photogéniques. Enfin, quand on parle des Himba, on voit ces femmes qui sont grandes, généralement fortes, le corps presque nu avec juste une petite jupe en cuir, en peau de mouton, de très beaux bijoux, généralement un coquillage au niveau du plexus solaire, et puis ce corps couvert d'ocre, d'un mélange d'ocre et de graisse. Alors d'abord, pourquoi les femmes portent-elles, je dirais, cet ocre sur le corps ? Alors, ce qu'ils disent, c'est que c'est pour être aussi belles que les vaches. Les vaches considérées comme les plus résistantes étant les vaches rousses. Voilà. D'ailleurs, elles portent au sommet de la tête une petite coiffe, erembe, qui rappelle les oreilles des vaches aussi. Et en fait, le troupeau est au centre de leur danse, par exemple. Quand ils dansent, ils sont en cercle, et il y en a un qui va au centre du cercle et qui va mimer une de ces vaches. Quand il y a un enterrement, il y a les pleureuses, évidemment, et puis des chants, mais la majorité des chants vont raconter l'histoire des vaches qui ont été sacrifiées pour l'enterrement, la généalogie des vaches. En fait, chaque vache a une lignée aussi, une histoire, et il y a une partie du troupeau qui est sacrée, d'ailleurs, qui, il y a bien longtemps, et des générations, aurait été léguée par les ancêtres, et un don de Djambé Mukulu. Donc voilà, première chose... Ressembler aux vaches. Voilà. Aux vaches rousses. Et puis, il se trouve que cet ocre et cette graisse dont elles s'enduisent, en fait, c'est de la graisse issue du lait des vaches sacrées. Voilà. Et donc, ce troupeau sacré symbolise aussi le lien avec la lignée. Et une fois qu'on est enduit de cette graisse sacrée, on ne peut plus se laver.
Ça voudrait dire casser ce lien avec la lignée. C'est pour ça que l'eau est tabou pour les femmes. Les femmes ne se lavent pas, c'est ce que j'ai découvert avec vous. Alors non, ça c'est pas tout à fait vrai, en vérité. L'eau n'est pas tabou au sens anthropologique. C'est, par exemple, quand les femmes construisent une hutte, elles vont malaxer avec leurs jambes de la bouse de vache, de la terre, elles vont en avoir jusqu'aux cuisses. Là, elles vont se passer de l'eau sur les jambes pour se nettoyer. C'est juste que symboliquement, lorsqu'elles sont enduites de cette graisse sacrée, elles ne doivent pas l'enlever. Voilà. Donc, elles ne peuvent pas mettre de l'eau dessus pour se laver. C'est ça. Mais elles ont le droit d'être en contact avec l'eau. C'est une nuance. Oui, c'est une nuance. D'accord. Mais alors, par exemple, leurs toilettes. Comment est-ce qu'elles font leurs toilettes ? Alors, d'abord, on vit dans un pays très sec. Donc, on ne transpire pas comme on peut transpirer dans un endroit humide. C'est un endroit où il y a quand même beaucoup de poussière qui agit aussi un peu comme un peeling. Voilà. Donc en fait, cette couche d'ocre et de graisse, si on n'en remet pas régulièrement, au bout de 2 jours, il y en a plus. Elle est partie. Donc elles doivent en remettre tous les combien ? Parce que ça ça cher, dépend comme vous nous avez dit, de leur richesse, de ce qu'elles ont. Ça coûte cher cet ocre et donc elles mettent ça tous les 2 jours, tous les 3 jours. Elles en mettent beaucoup quand il y a des cérémonies, par exemple. Celles qui habitent près des campements visités par les touristes vont en mettre beaucoup plus souvent aussi, mais celles qui habitent loin de tout vont pas en mettre tous les jours, ça c'est sûr. Voilà. Et sinon, elles font des fumigations. En fait, elles vont récolter des plantes, des herbes, qu'elles font brûler sur des braises à l'intérieur de leur case. Elles se mettent sous une couverture comme ça. Et cette fumée, en fait, a des vertus purificatrices, désinfectantes, et elles font ça régulièrement, parfois tous les jours. Et elles font leur toilette de cette manière. Voilà. Par rapport à leur tenue, on disait qu'elles sont habillées uniquement d'une petite jupe en peau de mouton, et puis elles portent différents bijoux. Elles portent des bijoux qu'elles fabriquent elles-mêmes, et qui sont des bijoux assez lourds, je crois. Elles peuvent porter jusqu'à combien de kilos de bijoux ? Oui, une femme Himba entièrement parée, ça sera entre 15 et 20 kilos de bijoux. C'est énorme. Et dans la vie quotidienne, pas uniquement pour les fêtes. Ça, c'est dans la vie quotidienne, ouais. Et la plupart de ces bijoux ont une signification. Donc, en fait, quand on voit une femme Himba, on peut dire si elle est mariée ou pas, si son père est encore vivant, ou sa mère, si elle a eu des enfants, si elle en a eu un ou plus. Voilà, c'est un peu comme une carte d'identité. Il y a plein de choses qu'on peut lire à travers ces parures. Alors, ce qui est très intéressant et qu'on voit bien dans votre film, c'est que il y a une perte de la tradition aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 2 courants chez les Himba. Ceux qui respectent la tradition et surtout celles qui respectent la tradition, c'est-à-dire qui sont vêtues comme nous venons de le dire, et puis celles qui abandonnent la tradition et qui sont avec des tenues victoriennes assez étonnantes, avec une coiffe en forme de corne sur la tête, des jupes. Donc expliquez-nous ce double courant chez les Himba qu'il y a aujourd'hui. Alors, ces robes victoriennes avec 7 jupons en dessous, en fait, sont les robes des femmes héréros. Les Himba, je l'ai dit au début, étant un sous-groupe des héréros. Pour revenir un peu dans l'histoire, les héréros seraient venus de l'Afrique des Grands Lacs. Ils sont arrivés en Angola, au nord de la Namibie, à peu près en l'an 1000. Et là, l'essentiel des héréros ont traversé la Namibie jusqu'aux plateaux centraux. Et il y a une petite partie qui est restée en arrière, dans le désert du Kaokoland. Dans cette région très aride, et c'est parce que cette région est très aride, en fait, que ça les a obligés au nomadisme, à vivre en tout petits groupes et à bouger régulièrement. C'est ce petit groupe-là qui est devenu les Himba. Voilà. Himba, ça veut dire mendiant. Au 19e siècle, il y a une autre ethnie, les Nama, qui ont fait des raids pour leur voler leur bétail. Donc, il y a un moment, ils n'avaient plus rien. Ils ont dû se réfugier en Angola. Et c'est là qu'une autre ethnie les a appelés mendiants, les Himba. Voilà. Les héréros, qui étaient allés jusqu'au plateau, avaient d'énormes troupeaux, étaient très riches. Pour l'élite héréro, étaient christianisées. Les femmes jouaient du clavecin et chantaient dans les églises avec leurs longues robes et voilà. Et les Allemands sont arrivés. Voilà.
Donc là, on en revient à ce qu'on disait au début. Mais aujourd'hui, parmi les Himba donc traditionnels, couverts d'ocre et habillés comme nous l'avons décrit tout à l'heure, il y a quand même de plus en plus de femmes qui visiblement abandonnent cette tenue-là pour s'habiller. Oui, mais du coup, elles s'habillent rarement comme des héros. Elles s'habillent à l'occidental ? Voilà. Bon, il y a 20 ans, si elles quittaient leur habit Himba, elles allaient s'habiller comme des héros. Aujourd'hui, elles vont s'habiller à l'occidental. En fait, ce que vous soulevez là comme question, ça nous amène vraiment au point central de l'école, de la scolarisation, qui est vraiment une question compliquée pour les Himba et pour beaucoup de peuples qui sont un peu dans la même situation qu'eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Himba ont bien conscience qu'il est important que leurs enfants apprennent à lire, écrire, à parler l'anglais, à compter un minimum pour se débrouiller dans le monde actuel. Et en même temps, les enfants qui vont à l'école, ça les coupe des traditions, des relations avec les anciens. Ils savent plus garder le bétail. Comme les Himba sont quand même semi-nomades, les enfants restent en internat dans l'école et ne voient pas leurs parents pendant des mois, parfois une année. Et donc, quand, d'ailleurs, dans le meilleur des cas, ils arrivent à avoir le bac, ok, très bien, mais après... ça leur sert à quoi ? Voilà, quelle ouverture pour eux. Ils savent plus vivre à la Himba et ils n'ont pas grand-chose devant eux. Que décident les parents Himba que vous connaissez bien ? Vous avez monté une association, Kova Himba, vous êtes en lien étroit encore aujourd'hui avec les Himba. Que décident les parents en général ? Ils les envoient à l'école ou ils ne les envoient pas ? Pendant des années, les Himba ont fait beaucoup de résistance face à l'école. Et puis, il y a une dizaine d'années, le gouvernement namibien a proposé en fait des bourses pour les familles, pour ceux qui envoyaient leurs enfants à l'école. Je vous dis, aujourd'hui, beaucoup de Himba se disent on peut plus faire sans. Mais en même temps, c'est un choix compliqué et ils sont très partagés. Ils sont très partagés. Parce qu'on est là face à la fameuse question autour de la tradition et de la modernité. Ils sont confrontés à une modernité qui arrive, qui est de plus en plus présente. Le monde a beaucoup changé depuis 1993 quand vous êtes arrivé et aujourd'hui, le monde Himba a complètement changé. Est-ce que cette modernité est en train de faire disparaître la tradition chez les Himba ? Ou est-ce que eux résistent volontairement ? Alors, quand je suis arrivée chez eux en 93, je me souviens que tout le monde disait dans 20 ans, il y aura plus de Himba, ça sera fini. Bon, ça fait 28 ans et les Himba sont encore là, bien présents et dans certaines régions, pas toutes, mais dans certaines avec encore une société qui fonctionne et des racines profondes. Ce qui est sûr en même temps, c'est que aujourd'hui, moi, je me retrouve dans la situation où j'apprends des choses aux jeunes, ce qui est pas normal. Il y a quand même des choses qui se sont perdues. Vous êtes la mémoire, quelque part, de tout un tas de traditions que vous avez filmées, étudiées, relevées dans des livres. C'est vous qui transmettez des éléments de la tradition Himba aujourd'hui ? Alors, c'est moi qui les écris parce que c'est mon job, je dirais, et parce que j'ai la culture pour faire ça. Après, ceux de ma génération, c'est-à-dire entre 45 et 50 ans, connaissent encore les traditions. Voilà. Mais ceux de 20 ans, c'est vrai que là, il y a beaucoup de choses déjà qui sont parties. Et ces jeunes de 20 ans, ils veulent vivre à la ville ou est-ce qu'ils veulent vivre de manière traditionnelle ? Ils veulent tout. Ils veulent à la fois le confort de la ville, le plus de confort, les téléphones portables, les voitures et en même temps, ils veulent qu'on respecte leurs traditions. Et c'est conciliable ? Alors pour les hommes, c'est plus facile que pour les femmes d'abord. Parce que cette question de l'ocre, elle est compliquée pour les femmes. Il y a beaucoup d'hommes, par exemple, qui un jour vont avoir leur petit pan Himba pour une cérémonie, pour une fête, pour être devant des touristes. Et puis le lendemain, ils ont un travail à faire ou une voiture à conduire et ils vont mettre leur salopette ou leur short. Et ça se fait très facilement. Pour une femme Himba, en fait, enlever l'ocre et la graisse qu'on a d'abord, ça pose un problème par rapport à la lignée des ancêtres. Donc si on le fait, faut faire tout un rituel après pour se faire réintégrer dans la lignée pour que ça pose pas de problème. Et puis c'est une opération très longue de se nettoyer comme ça
alors qu'il y a de l'ocre depuis des années jusqu'à la dernière racine des cheveux. Donc les femmes n'ont pas cette possibilité de jongler entre les deux, alors que pour les hommes, c'est beaucoup plus facile. Vous avez prononcé le mot de tourisme à plusieurs moments. C'est vrai que les Himba sont devenus une attraction touristique. Est-ce que c'est un tourisme destructeur ou est-ce que c'est un tourisme équitable et qui peut permettre aux Himba de mieux vivre? Alors aujourd'hui, les Himba sont demandeurs du tourisme parce qu'ils en ont besoin aussi. C'est une source de revenus pour eux. Voilà. Et puis parce que ça fait à peu près 7 ans qu'il y a quand même une grande sécheresse dans la région. Donc leurs troupeaux ont subi beaucoup de pertes et ils ont besoin de ces revenus complémentaires. On n'est pas du tout dans un genre de tourisme comme ce qu'on peut trouver au Kenya, Tanzanie, avec des bus qui font la queue. On est très très loin de tout ça. Dans des camps de Maasai pour touristes, quoi. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des faux camps de Himba? Voilà, en fait, la région des Himba est quand même assez loin de la capitale. Et un touriste, s'il n'a pas au minimum 2 voire 3 semaines, il n'aura pas le temps d'aller chez les Himba. Mais par contre, il y a eu des faux campements de Himba qui se sont installés près de la capitale ou à mi-chemin et où là, en 2 jours, on peut aller les voir. Et ça, c'est souvent pas dit que ce sont pas de vrais campements de Himba. Il y a même des documentaires, des réalisateurs qui viennent filmer leurs films sur les Himba dans ces faux campements, alors dans lesquels il y a des vrais Himba. Et dans lequel il y a des faux Himba déguisés en Himba. Non, ce sont de vrais Himba, mais qui sont des espaces, c'est dans une ferme, c'est grillagé, une ferme qui aura laissé quelques centaines de mètres carrés pour que ces vrais Himba construisent un village Himba, mais totalement en dehors de la vie des Himba, du territoire Himba. C'est complètement artificiel quelque Voilà. part. Donc, on y a retrouve plus ce qu'on a connu dans les jardins en France, où on venait voir les Kanaks, où on venait voir les Touaregs comme des curiosités au début du XXe siècle ou fin du XIXe. C'est ça. C'est complètement artificiel. Et le problème, c'est que c'est souvent pas annoncé. Et dans la région du Kaokoland, donc où vivent les vrais Himba, il y a quand même un tourisme qui se développe. Et vous, dans votre association Kova Himba, est-ce que vous essayez de développer, un tourisme équitable, comme on dit souvent? Ou c'est pas votre préoccupation? Vous êtes plus préoccupé par creuser des puits? Alors non, nous en fait, le principe est simple pour cette association. Ce sont les Himba qui décident. Voilà, les Himba votent et nous on essaie de suivre financièrement ou. Il se trouve que comme les problèmes d'eau ont été très présents ces dernières années, une grande partie de nos actions ont consisté à financer des forages pour de l'eau. Parce que à plusieurs reprises, il y a eu des situations d'urgence. Et tous ces projets autour du tourisme, autour de l'éducation, sont des projets à plus long terme qu'on mène aussi, mais qui sont dans une temporalité Himba. Donc c'est aussi une dynamique qu'on aide les Himba à lancer, le fait de les accompagner pour s'organiser entre eux, pour créer ces réunions, pour qu'ils puissent discuter, voilà. Et ça, vous y passez beaucoup voilà. de temps. Quand on lit votre livre Rouge Himba, on voit les jours que vous passez en réunion pour que tout le monde s'exprime et pour prendre une décision. Mais j'adore ça, moi. Vous avez développé une patience incroyable. Vous adorez ça, les longues palabres. Je trouve que c'est une des beautés de cette société, c'est que c'est une société où tout le monde a sa place. Je dirais même l'idiot du village, s'il a besoin de s'exprimer, s'il a besoin de parler pendant 2 jours, il va être écouté. Et ça crée une paix quand même, un respect et une douceur dans cette société que j'adore. Solène Bardet, vous avez été nommée représentante des Himba à l'extérieur pour le reste du monde, par les Himba, vous êtes un peu leur porte-parole et vous êtes très engagée et on le voit notamment dans le roman que vous venez d'écrire, Les Veilleuses, où le personnage est assez
marqué par votre propre expérience, c'est-à-dire pour lutter contre la création d'un barrage, la construction d'un barrage qui devrait couvrir une partie du territoire Himba. En quelques mots, pouvez nous expliquer cette problématique que rencontrent les Himba autour de cette construction du barrage? Alors, depuis 93, depuis que je suis arrivée là-bas, de manière récurrente, les Himbas, enfin le territoire Himba est menacé par un projet de barrage. Alors en 93, les Himba ont fini par voyager en Europe. Ils sont allés parler aux radios suisses, belges, anglaises, allemandes, et finalement la Banque mondiale a fini par se désengager du projet. Ensuite, il y a eu un deuxième projet de barrage quelques années plus tard, qui lui devait être financé au début par un consortium franco-allemand. Même chose, campagne internationale, il a fini par être annulé. Et puis, il y a quelques années, il a à nouveau été question de ce même projet de barrage, cette fois-ci financé construit par des Chinois. Bon, alors le barrage n'est toujours pas fait. Mais c'est vrai que dans Les Veilleuses, en fait, ces différents projets de barrage viennent rythmer le livre et l'évolution du personnage. L'héroïne, Tulipa Moué, étant métisse, elle est Himba par sa mère et franco-allemande par son père. Et en fait, le livre raconte, tous ces tiraillements entre ces deux moitiés, comment elle essaie de jongler, de survivre, de trouver sa place entre ces deux mondes si différents et ces deux histoires aussi, c'est-à-dire qu'elle découvre à l'adolescence qu'elle est à la fois d'une lignée de génocidés aussi et de génocidaires, ce qui nous ramène à ce dont on parlait au début, à cet épisode du génocide des héros. Voilà. Alors, vous n'êtes pas votre héroïne du roman, mais vous êtes quand même très proche d'elle, vous êtes un peu des deux. Comment vous vivez cette double appartenance quelque part? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes française, avec un compagnon français, avec une petite fille française, et tous les ans, vous allez là-bas, quand vous pouvez, vous êtes avec eux, et là-bas, vous redevenez Himba, vous avez votre famille, vous avez votre lignée. Comment on vit ça? Alors, il y a eu une période où ça a été très compliqué. Il y a eu d'ailleurs une période de 9 ans où je n'y suis pas allée. Donc ça, c'était... j'y suis allée à 18 ans pendant 4 ans. Et après, pendant 9 ans, j'y suis pas allée. J'ai voyagé ailleurs. Beaucoup en Afrique, en Inde, en Polynésie. Pour essayer justement de faire le tri entre ce qui m'appartenait et pour essayer de faire le lien entre toutes ces cultures si différentes. J'avais besoin de temps pour intégrer tout ça et pour comprendre où était ma place. Et puis vous y êtes retourné en 2006 et puis après vous êtes retourné. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez reçu d'essentiel? Déjà, ce que j'ai compris de ces 9 ans d'absence et de ces voyages ailleurs, c'est que partout où j'allais, j'essayais de retrouver la relation que j'avais eue avec les Himba. Et c'est vrai que les premières années que j'ai vécues avec eux ont vraiment été magiques. J'ai été comblée au-delà de tout ce que je pouvais espérer. Mais en quoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté d'essentiel? Eh bien, d'abord cette société où il y a une relation quelque part tellement douce à l'autre. Comme je disais, où tout le monde a sa place, où tout le monde a le temps pour s'exprimer. Il n'y a pas la télé, il n'y a pas la radio. Donc on a le temps encore. Voilà. Une société où il y a tellement de place à la discussion, à la parole. Voilà, ça j'ai beaucoup aimé ce temps qui est à l'opposé du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà, il y a eu des périodes où j'avais vraiment l'impression de vivre au paradis. Voilà, c'est plus le cas. Dans une grande pauvreté, dans un grand dépouillement, parce qu'ils vivent avec presque rien. Vous nous l'avez dit tout à l'heure. Oui, mais quand la nuit est douce, qu'il y a des petits feux de camp partout, qu'il y a de la viande à manger, que tout le monde rigole, danse, est heureux d'être là, qu'il n'y a aucune tension, c'est un petit paradis. Oui, mais en même temps, on le voit bien avec vous, vous cachez pas les choses. Il y a des jalousies, il y a des rivalités, il y a des conflits, il fait froid parfois on a faim, parfois on perd le bétail. La vie est rude aussi. La vie physique est rude. Et bien sûr qu'il y a tout ça, mais voilà, moi ce que j'en ai retenu, c'est l'importance de la parole et cette place qu'ils font au collectif, qui font que même s'il y a des difficultés, ils essaient de les gérer.
Voilà, c'est discuté. Il y a la place pour ça, il y a l'espace pour ça. Et sur le confort? Parce qu'on est dans une société où nous cherchons le confort absolu, le plus possible, et eux, on a l'impression que c'est l'opposé du confort. Mais c'est qu'ils ont pas le choix, hein. Ils n'ont pas le choix. Le confort, quand j'avais 18 ans, ça me posait pas trop de problèmes. Je dois avouer qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Vous emmenez votre lit de camp maintenant, vous dormez plus par terre. Oui, j'ai un matelas gonflable. Vous avez choisi, Solène Bardet, de nous faire connaître les Himba. Vous êtes vraiment l'ambassadrice des Himba sur plusieurs formes. Je le disais, il y a cette BD Rouge Himba, mais qui est plus qu'une BD. Enfin, je veux pas que les gens s'arrêtent sur l'image d'une BD. C'est un livre graphique absolument incroyable que vous avez réalisé avec Simon Hureau, qui est préfacé par Nicolas Hulot. Vous avez fait un film avec les Himba, j'y tiens. Les Himba font leur cinéma. Vous avez choisi l'option roman avec Les Veilleuses que vous publiez actuellement chez Robert Laffont. Tous les moyens sont bons pour faire connaître les Himba? Non, pas du tout. Mon premier ouvrage, c'était un récit Pieds nus sur la terre rouge. Ça, c'était clairement parce que j'avais besoin de raconter cette expérience de ce premier voyage qui était tellement forte. Voilà. Le film Les Himba font leur cinéma, c'était une demande des Himba. Et on a tous eu un plaisir fou à le faire. Et il est très drôle, je le conseille vraiment. Il est disponible en DVD chez Gédéon Productions. Voilà, à l'association Kova Himba, surtout. Et Rouge Himba, en fait, je l'ai écrit un peu comme une sorte de testament. C'est-à-dire que dedans, il y a 20 ans, j'ai essayé de présenter de manière ludique, mais 20 ans de recherche, d'interviews, de notes, de contes avec les Himba. Il répond à, j'espère, la plupart des questions qu'on m'a posées pendant 20 ans. Et je me suis dit, voilà, j'écris ça, maintenant il y a ça sur les Himba, moi je peux passer à autre chose, j'ai transmis ce que j'avais à transmettre. Voilà. Et avec Les Veilleuses, votre roman? Alors, Les Veilleuses, c'est une autre histoire, parce que moi, en parallèle, j'ai une vie avec les Himba depuis 28 ans, mais j'ai aussi une vie de création à côté. J'ai eu une compagnie de théâtre pendant 8 ans, par exemple. Et même si Les Veilleuses est mon premier roman publié, c'est pas le premier roman que j'écris. Et avec le précédent, qui a failli être publié à plusieurs reprises, j'ai très souvent eu comme retour des éditeurs oui, très bien, on adore l'écriture, mais de votre part, on préférait éditer un roman sur l'Afrique. Et en fait, cette histoire que j'ai eue avec les Himba était tellement forte que la société française m'a aussi un peu enfermée dedans. Et que moi, au niveau personnel, j'ai eu aussi besoin d'en sortir. Voilà. Et suite à une énième lettre de refus qui disait écrivez-nous un livre sur l'Afrique et on le publiera, eh bien j'ai pris ce personnage de Tulipa Moué qui a une partie africaine, mais aussi une partie française, à travers laquelle je pouvais aussi dire ce que moi j'ai à dire sur la société française. Bien, merci beaucoup Solène Bardet de nous avoir parlé à la fois de votre partie française, mais aussi de nous avoir aidé à mieux connaître les Himba. Vraiment, j'encourage tous nos auditeurs à se plonger dans ce monde incroyable à travers, au choix, votre roman, votre bande dessinée ou les films, en tous les cas de découvrir ce peuple Himba très attachant. Merci beaucoup Solène Bardet. Merci à vous Thierry. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.